I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Bienvenue à tous, retenez bien ce chiffre, 186, c'est le nombre de demandes de brevets d'origine marocaine déposées à l'OMPIC en 2017. 186, c'est le niveau le plus faible depuis 5 ans, un niveau inquiétant alors que les brevets d'origine étrangère continuent leur lancée, plus de 1700 déposés l'an dernier. Alors l'innovation marocaine est-elle en danger et quelle solution? C'est le premier sujet des décodeurs atlantiques. Vos décodeurs ce matin, Hicham Hamadi, bonjour. Bonjour. Analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. Amine Yuri également avec nous ce matin, bonjour. Bonjour. Responsable PME chez Inforisk Dun & Bradstreet. En deuxième partie, nous ferons le bilan du soutien aux PME sous le mandat de Myriam Ben Salah Chakroun. La patronne des patrons va bientôt rendre son tablier. Elle avait promis d'agir pour la performance de la PME et la fluidification des relations avec les banques, de tisser une relation entre les grands et petits patrons. Les promesses ont-elles été tenues et que promettent actuellement les deux candidats au poste de président? C'est ce que nous verrons à partir de 9h45. Les décodeurs atlantiques, votre émission de décryptage de l'actualité. Vos réactions, vos questions sur la page Facebook ou bien sur Twitter avec le hashtag LDA. C'est parti. L'innovation marocaine est-elle en danger, Hicham Hamadi? Enfin, elle devrait être en danger si elle existe. Elle n'existe pas. La réalité est celle-là. C'est que quand on regarde dans les 5 dernières années, combien de brevets on en a déposés, combien ils sont exploités, combien ont été, on va dire, ont fait l'objet d'un dépôt au niveau de l'international et combien ont vu le jour sur des applications, je pense que le chiffre se rapproche de 0. Donc oui, il y a quelques exceptions. Oui. Mais ça veut dire qu'on n'invente rien, on n'innove pas, on n'avance pas. La réalité, c'est là. Si on regarde l'innovation au niveau mondial, au niveau de l'Office européen des brevets, on est à peu près, en 2017, à 166 000. Ça veut dire qu'on est très très loin du compte. Ça. Et ceux qui déposent des demandes de brevets sont principalement du privé, donc des grandes entreprises telles que les IBM, les Huawei, les ZTE. Donc c'est des gens qui savent pertinemment que leur compétitivité dépend ou elle est complètement liée à leur capacité d'innover et d'inventer. Donc on est loin du compte. On n'y est pas du tout. Ni le privé ni le public. Alors si on n'y est pas du tout, on était un petit peu avant, là on y est quasiment plus, on a rétro-pédalé en arrière encore. En fait, avant, il y avait un petit peu de recherche scientifique qui permettait d'avoir quelques dépôts. Donc maintenant, il n'y a plus de recherche scientifique parce que ça ne marche pas, réellement. Et le privé ne le fait pas. Ne le fait pas parce que il n'a aucun intérêt à le faire, il n'a aucun incentive à le faire et il n'a pas le temps pour le faire. Amine Yuri. Oui, alors pour commencer, je voudrais donner quelques repères pour qu'on comprenne bien ce que c'est que l'innovation aujourd'hui au Maroc. Alors, il y a le verre à moitié plein, c'est-à-dire on parle par exemple du Global Innovation Index qui situe les pays, 140 pays par rapport à leur niveau d'innovation. Le Maroc, dans ce classement, se situe à la 72e place. Devant donc 3e place en Afrique et 1re place devant l'Algérie, la Tunisie, d'autres voisins maghrébins. Autre chose, maintenant si on regarde d'autres éléments, l'innovation et notamment la recherche et développement qui est une de ses composantes, on voit que quand même aujourd'hui globalement, donc l'innovation, c'est 0,8% de notre PIB, sachant qu'il y a des petits pays comme la Corée du Sud qui consacrent 3% de leur PIB à justement l'innovation. Juste pour comparer, par exemple Samsung, c'est 100 millions de dollars dans l'innovation chaque jour. Ouais. Chaque jour. Exactement. Et l'autre problématique, et là on le voit à travers les chiffres déposés auprès de l'OMPIC, c'est que cette innovation au Maroc, c'est près de 80% financé par le public et le reste par les entreprises. Donc ça aussi c'est une réalité. Il y a très peu de chercheurs
on a à peine 2 chercheurs pour 1000 actifs et la production scientifique marocaine est quasi nulle. Donc aujourd'hui, pour résumer la situation de ce qu'est la recherche et développement et l'innovation au Maroc, c'est ces chiffres-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est un manque de volonté des pouvoirs publics, c'est un manque d'ambition des entreprises, ou est-ce que c'est aussi une fuite des cerveaux? Tiens, justement, ce matin, dans les colonnes de l'Économiste, on apprend que 9 diplômés sur 10, s'ils avaient l'opportunité, seraient prêts à partir à l'étranger, Canada en premier. Hicham Hamadi, est-ce qu'il y a aussi ce problème-là? Oui, ça fait partie de l'équation, mais surtout, c'est un manque de vision. C'est que on a une vision assez court-termiste dans laquelle on va travailler que sur des choses à court terme, donc générer de l'emploi, quelle que soit la nature de cet emploi. On ne se positionne pas sur les métiers de demain, on ne se positionne pas sur les technologies de demain. On crée beaucoup de barrières à ces technologies. Les drones, pour les avoir, il faut avoir une autorisation. L'impression 3D, on n'y est pas du tout. Une seule société pour l'instant qui fait l'impression 3D au Maroc. Ouais, elle fait on demand en plus. Ce n'est même pas une industrie. Enfin, je connais quelques boîtes qui le font aussi, pour la partie prestation, mais on n'y est pas en termes industriels. Quoi d'autre? Je peux citer plusieurs d'autres secteurs, le transport, tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas pris le train du développement et ça veut dire que notre vision n'est pas portée sur cela. Notre vision, elle est portée sur d'autres éléments qui sont plutôt court-termistes, à savoir créer de l'emploi. Et donc, on pousse la création d'emplois à travers des investissements dans des emplois qui sont standards, qui sont simples, qui sont des emplois à la chaîne. Et donc, c'est ce qui fait que l'entreprise n'innove pas. Si on regarde, dans le monde, vous l'avez bien dit, c'est les entreprises qui génèrent plus de brevets parce que ils ont compris que l'avenir est fait avec on va dire la préemption de l'innovation et la préemption d'avoir toujours non pas un pas en avance, mais d'avoir une centaine d'années en avance par rapport au monde. Sur le classement, oui, les pays du Nord, c'est ceux-là qui drive. On sait très bien où ça se passe. Ça se passe aux États-Unis, en Europe, principalement en Allemagne, en France. Ça se passe au Japon et ça se passe en Chine. Ça se passe pas ailleurs. Et la Corée. Mais il y a 5-6 pays qui drivent tout cela. Les pays du Sud, si on se compare par rapport à nos voisins, bien sûr, on est très bien. Si on se compare par rapport à des pays qui sont en Afrique subsaharienne, on est très bien. Mais il y a un problème, c'est peut-être la question de qu'est-ce qu'on fait aussi des innovations qui sont portées par des chercheurs ou des étudiants marocains et marocaines. Je vous cite un exemple parce que on me l'a envoyé par exemple sur la page Facebook Le Décodeur Atlantique en marge de ce sujet. L'EMSI, l'école marocaine des sciences de l'ingénieur, qui vient de décrocher une médaille d'or au Salon international des inventions de Genève, qui est quand même un gros salon de l'innovation dans le monde. Médaille d'or dans la catégorie protection de l'environnement énergie. Ils ont inventé un dispositif intelligent qui change automatiquement l'orientation des panneaux photovoltaïques pour enlever régulièrement les particules de poussière ou de sable qui peuvent s'accumuler sur leur surface. Ça pourrait intéresser largement le Maroc, les autorités marocaines. Ça pourrait également promouvoir l'image du Maroc sur le continent africain, voire l'image du Maroc tout court au niveau mondial. À se poser la question si les autorités publiques vont être sensibles à cette innovation. C'est un exemple. Oublions les autorités en toute sincérité. C'est une question qui touche plutôt le privé. Entreprise, parce que 90% devrait être faite par l'entreprise. En premier lieu, cette innovation, cette invention devrait générer de l'argent et devrait intéresser du privé. Chose qui n'y est pas actuellement parce qu'il n'y a pas d'incentive là-dessus. Si une entreprise se positionne sur cette innovation, elle a aucun intérêt. En gros, elle a intérêt à aller sur des choses standards qui coûteront moins cher et qui vont marcher. Donc, elle n'a pas intérêt à aller risquer son argent sur quelque chose qui existe. Alors, le fait qu'il y ait des Marocains qui sont primés, ça veut dire que le génie est réparti d'une manière démocratique dans le monde. C'est très simple. Ça veut dire que notre génie existe. Maintenant, il n'y a pas de financement, il n'est pas exploité, il n'y a pas d'environnement qui favorise son émergence. Et il n'est pas retenu parfois. Amine Duri. Je voudrais revenir sur un premier point et enchaîner ensuite sur la question. Le premier point, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Hicham. En termes de vision, il faut rappeler une chose quand même, c'est que l'innovation, ça permet à des petits pays, je rappellerai quand même que les principaux pays en termes d'innovation, ce ne sont pas nécessairement des grands pays. On parle de la Suède, de Singapour, de la Suisse. Ce sont des petits pays en taille et en nombre d'habitants et pourtant, ce sont les plus innovants et l'innovation va avec la richesse. Et c'est ça qui permet, l'innovation permet de niveler justement l'effet taille d'un pays. Et donc, ça devrait être une aubaine pour le Maroc et lui permettre de progresser beaucoup plus rapidement. Ça, c'est la première chose. Par rapport ensuite à la question de pourquoi on n'arrive pas à financer des projets aussi innovants que celui que vous avez cité.
Il y a la question du financement et il y a l'autre partie, à mon avis, qui est tout aussi importante, c'est le manque de liens, le manque de création d'un écosystème entre l'université, la recherche, l'entreprise, les différentes institutions publiques qui existent, par exemple le CNRST aujourd'hui qui accompagne justement. Et puis il y a aussi la partie incubation. Tout cela aujourd'hui n'existait pas. Il y avait le problème du financement. La question du financement est en passe d'être réglée grâce justement au programme Innovinvest. Et on sait depuis hier qu'il y a 5-6 nouvelles sociétés start-up, un programme de la Banque mondiale, exactement, qui ont commencé à être financés via des incubateurs, les 6 incubateurs officiels. Donc c'est un démarrage, mais jusqu'à présent on n'avait pas ça. Et donc c'est ce qui explique qu'il y avait des idées très intéressantes qui naissaient, mais il n'y avait pas derrière ni accompagnement, ni financement pour ces projets. La solution, c'est quoi, du coup? Hicham me dit comment on peut motiver les entreprises, les secouer, les bouger, les forcer pratiquement à aller voir du côté de l'innovation? Les forcer, non. Il suffit simplement de mettre un pacte fiscal en disant, celui qui prend... Donc ça passe encore par la fiscalité, loi de finances 2019, taxe fiscalité. Ça passe par... le seul outil qui permet à une entreprise d'investir, c'est la fiscalité, c'est les taxes, c'est les impôts, c'est ce qu'elle paye. Si on lui dit, si vous faites travailler ces jeunes qui viennent de cette école, qui ont eu la médaille d'or, vous ne payez pas d'impôts dessus et vous êtes défiscalisé, croyez-moi, il y en a 100 qui vont se positionner, qui vont le faire. C'est peut-être davantage efficace que la défiscalisation de 10 salariés dans des petites structures qui est prévue notamment dans cette loi de finances 2018? Non, je pense sincèrement, si on leur dit votre budget de recherche et développement peut être défiscalisé d'une manière assez intéressante, ils le feront. Amine Diouri. Oui, la question de la fiscalité est très très importante. Et d'ailleurs, c'était des mesures que la CGEM avait proposées dans la loi de finances, mais qui n'ont pas été adoptées. Première proposition pour favoriser la recherche et développement, c'était de créer un crédit impôt recherche, comme ce qui existe aujourd'hui en France. La deuxième chose en matière de fiscalité, c'était de prévoir également une réduction d'IS pour justement encourager tout ce qui était investissement et notamment tout ce qui est investissement immatériel. Ouais. Notamment avec une décote de 20%, une réduction de 20% de l'IS pour toute entreprise qui justement investirait en recherche et développement. Ça n'a pas été retenu, mais je veux dire que la voie de la fiscalité, effectivement, est un très bon levier pour encourager les entreprises à innover. Dans ces chiffres de l'Olympique, on apprend tout de même des bonnes nouvelles. Hicham m'a dit, on voit qu'il y a un engouement pour les marques marocaines, de plus en plus. On dépose de plus en plus de marques marocaines. C'est un point d'honneur. On pourrait se dire que marque innovation, ça pourrait coller de pair ensemble. Oui, s'il y avait cette logique d'innovation au sein des entreprises. Alors, c'est bien, maintenant, il faut voir combien de marques sont exploitées réellement et sont actives. Parce que le fait de déposer une marque n'est pas une fin en soi. Donc les gens se pressent pour avoir des noms, pour avoir des logos, pour avoir des chartes. Après, leur déploiement au niveau, le réel déploiement, on n'y est pas. Donc la réalité est autre. Déposer une marque, c'est devenu assez simple. Donc l'Olympique a fait un boulot extraordinaire dans ce sens. Le fait de protéger ces marques à l'international, on n'y est pas encore. Donc les gens le font rarement. Et d'ailleurs, une des marques phares du Maroc n'est pas protégée, notamment l'Argan. Donc c'est pas tant révélateur, c'est surtout au niveau des brevets qui est un élément important qui démontre la capacité du pays à sortir des sentiers battus, d'aller sur des schémas de rupture et puis après de se positionner sur les nouvelles technologies. La suite des Décodeurs Atlantiques ce matin, toujours avec Amine Diouri. Rebonjour. Rebonjour. Responsable PME chez Inforisque, Dun & Bradstreet. Hicham Hamadi également avec nous ce matin. Rebonjour. Rebonjour. Analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. On continue à parler ce matin d'innovation au Maroc. L'innovation marocaine est-elle en danger? On se pose la question car seulement 186 demandes de brevets d'origine marocaine ont été déposées à l'Olympique l'an dernier. C'est le niveau le plus bas depuis 2013, depuis 5 ans. Alors, vous nous disiez en première partie que finalement l'innovation marocaine n'est pas en danger, elle a toujours été très faible et pour justement pouvoir la booster, il faut notamment des déductions fiscales dans la recherche et développement, rapprocher davantage les entreprises des universités, faire attention aussi à la contrefaçon, Amine Diouri, parce qu'on parlait des marques, justement, on voit qu'il y a un certain engouement des marques, des dépôts de marques déposés à l'Olympique qui a fait un travail de facilitation. Le problème c'est que marque et innovation, il y a aussi contrefaçon à côté. Bien sûr, exactement. C'est un vrai problème et qui freine aussi l'innovation. Il faut
se rappeler quand même qu'au Maroc, 7 logiciels sur 10 sont contrefaits, que Microsoft mène une guerre contre la contrefaçon. Donc évidemment, et puis il y a eu aussi la polémique sur Colorado, par rapport à des marques qui s'appelaient quasiment de la même façon avec des produits quasi similaires vendus contrefaits. Évidemment, ça n'encourage pas les entreprises à investir dans leur recherche et développement. Si on sait que derrière, il suffit qu'une entreprise vienne créer une entreprise avec une marque quasi identique avec des produits bidons, évidemment, pourquoi investir autant d'argent? Donc ça, à mon avis, tant qu'on n'aura pas réglé aussi cette question de la contrefaçon, il y a effectivement une lutte acharnée. La loi est assez sévère à ce niveau-là. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'en matière de contrefaçon, il y a des amendes qui vont de 100 000 dirhams à 1 million, et puis des peines d'emprisonnement jusqu'à 1 an. Est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Est-ce que ça freine cette contrefaçon? Pour l'instant, j'ai pas l'impression. Alors, 2 commentaires sur la page Facebook Le Décodeur Atlantique. Commentaire d'Oussama qui nous dit il y a plusieurs innovations et projets existants au niveau des écoles supérieures, sauf que le corps professoral et managérial parfois de ces écoles font des blocages et ne font que ceux qui travaillent dans leur intérêt personnel. Bon, ça peut être une problématique également, Hicham m'a dit. Mais bon, là, oui, c'est un vrai problème. Ça paraît un peu compliqué. Ouais, c'est pas compliqué. On sait que le mal vient de l'éducation, ça on le sait d'une manière globale, qu'elle soit universitaire ou au niveau plus bas. Donc oui, c'est un problème qui existe. Maintenant, ce qu'il faut se dire, c'est que le vrai sujet, ça se passe au niveau de l'entreprise. C'est que 80-90% de l'innovation devrait se passer au niveau de l'entreprise. Ouais. Et cela passera principalement par de l'incentive, par le fait que chaque entreprise ait intérêt très très fort à investir dedans. Le génie marocain existe, ça c'est certain. Maintenant, il faut mettre un environnement, un contexte qui le permet. Et aujourd'hui, cet environnement n'y est pas du tout. On a un système qui ne prépare pas des gens, qui les prépare pas du tout pour aller dans le sens de la recherche et développement. On a toujours très peur des technologies de rupture. Donc, on est dans un pays où si on veut aller sur des choses différentes de ce qui se passe dans le monde, on le fait pas. Donc, parce qu'on va se dire. C'est la fameuse 4e révolution industrielle. Exactement. Et donc, il faut un vrai changement au niveau du mindset. Et puis après, il faut que l'État se dise, on doit mettre les moyens pour que l'entreprise puisse investir là-dessus. Autre commentaire de Abdelhak, il faut une vision claire au niveau du gouvernement pour donner à l'innovation sa réelle place au niveau de la stratégie du pays, notamment réduire la bureaucratie. Alors il cite comme exemple l'innovation l'innovation médicale, notamment il dit que c'est la galère pour recevoir parfois des autorisations médicales au niveau du marché pour ce qui concerne les innovations. Aminiori, c'est vrai qu'il y a un problème, trop de bureaucratie encore pour l'innovation dans certains secteurs? Alors oui, très certainement, il y a des problèmes certainement administratifs, mais je pense pas que ce soit le problème principal. Effectivement, une question de vision politique, d'engagement politique par rapport à l'innovation. Oui, ça c'est une chose. L'encouragement de l'innovation privée par des incitations fiscales, c'est une chose. Et à ce niveau-là, c'est le gouvernement qui peut agir effectivement et proposer des recettes qui permettent justement aux entreprises d'investir davantage. Maintenant, c'est vrai que la question d'un de vos auditeurs, justement, par rapport à l'université, la création, j'ai travaillé longtemps sur des projets, notamment le fait de pouvoir installer au sein des universités des centres de prototypage, parce que quand on veut innover, qu'on a une idée en tête, derrière il faut le premier prototype avant de pouvoir justement voir les aspects fonctionnels du produit, oui, avant d'envisager ensuite un financement, etc. Il y a des blocages à ce niveau-là. Il y avait des blocages. Alors, il y a des progrès par rapport justement à Innovinvest, les incubateurs, et je sais justement que dans certains incubateurs, des centres de prototypage, mais en tout cas des appareils qui permettront de produire des prototypes seront mis à la disposition des innovateurs, ce qui permettra justement d'avoir une vision complète du produit, c'est-à-dire il y aura de l'accompagnement, il y aura du prototypage, il y aura du financement, et ça c'est une très bonne chose. Bon, j'ai une dernière question les amis. 186 demandes de brevets d'origine marocaine en 2017. Si on tient compte notamment du levier fiscal, de rapprocher aussi l'université des entreprises, est-ce qu'on peut rapidement doubler, voire tripler ce chiffre, Hicham m'a dit? Oui, certainement. Certainement, on peut aller encore plus loin si on permet à l'entreprise
d'aller d'investir et de faire de la recherche et développement, de défiscaliser une partie de ce centre d'investissement, oui, elle le fera. N'oublions pas que aussi le pays a mis, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers, donc l'idée c'était le transfert de savoir. Donc normalement, ça devrait avoir un impact sur l'innovation au niveau Maroc, parce que qui dit transfert de savoir dit accéder à d'autres technologies et donc aller encore plus loin. Le problème, c'est que notamment dans le secteur industriel, on voit qu'aujourd'hui, les entreprises marocaines ont du mal parfois à s'adapter à des grands groupes mondiaux qui viennent ici au Maroc s'implanter. À côté, l'écosystème pour les entreprises marocaines, ça ne prend pas forcément. Parce qu'on est en train de pédaler, parce qu'on résout des problématiques de court terme et qu'on se dit l'emploi et ça s'arrête là. On ne crée pas des pépites qui vont aller dans le sens de la recherche et développement. Si on regarde, par exemple, il y avait une polémique sur les génériques au Maroc. Les génériques étaient utilisés partout dans le monde et donc on a un vrai problème aussi de dogmatisme. On se dit, non, chez nous, il faut qu'on continue à acheter les marques très chères. Donc il y a un changement de mindset qui devrait s'opérer. Et puis après, un environnement qui favorise la recherche et développement et l'innovation. Amine Diouri ? Oui, je suis complètement d'accord. L'innovation permet de situer le Maroc dans la chaîne de valeur mondiale. Aujourd'hui, on dit que le Maroc est un sous-traitant pour les grands groupes internationaux. L'innovation permettra justement au Maroc de progresser dans cette chaîne la chaîne de l'innovation et la chaîne de valeur globale et vendre des services et des produits à beaucoup plus forte valeur ajoutée, ce qui permettra de différencier le Maroc par rapport à d'autres pays voisins, notamment la Tunisie par exemple. 9h43, dans un instant, on parle du bilan PME du mandat de Myriam Ben Salah Chakroun, la patronne des patrons qui sont établis dans quelques jours. Mais avant la séance, coup de gueule, coup de cœur. Coup de cœur, coup de gueule. Coup de gueule ou coup de cœur? Amine Diouri, on reste avec vous. Qu'est-ce que vous nous avez choisi? Alors moi, ce sera un coup de gueule. Et un gros coup de gueule. Je suis un passionné d'histoire. Je pense que quand on ne comprend pas l'histoire, on ne comprend pas le moment présent et ce qui se passe dans le monde. Et suite à cela, donc j'avais lu une étude publiée aux États-Unis qui disait que 41% des Américains ne savaient pas ce qu'était Auschwitz ou ne savaient pas ce que c'était que les camps de concentration, alors que ça s'est quand même passé il y a près de 80 ans, donc il n'y a pas si longtemps 41%. que ça. 41%. Et 2/3 des jeunes de 18 à 34 ans. Donc je me dis que si après 80 ans tout ça a déjà été oublié, ça me fait un peu peur pour la suite, parce qu'il faut quand même rappeler que la Seconde Guerre mondiale a été quand même la guerre la plus meurtrière en termes de pertes humaines, 60 millions de morts, 6 millions de juifs dans les camps exterminés, donc ça fait quand même beaucoup de choses qu'on oublie rapidement et ça me fait peur pour la suite. Hicham Hamadi, coup de gueule. Un coup de gueule aussi par rapport à notre sport national, notamment le cyclisme, avec la manifestation des cyclistes qui aujourd'hui... Donc le Tour Maroc du cycliste. Exact, qui aujourd'hui demandent à ce que leur salaire et à ce que leur revenu soit revalorisé, qui est aujourd'hui à 70 dirhams par jour, ce qui est une honte pour le sport national. Et certains ont boycotté ce Tour du Maroc cycliste. 9h45 sur Atlantique Radio, place à notre deuxième sujet. Vos décodeurs Atlantique ce matin, toujours Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. Amine Diouri, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. On parle également ce matin du bilan PME de Myriam Ben Salah Chakroun, la patronne des patrons qui rend son tablier dans quelques jours. Qu'a-t-elle fait lors de ces deux mandats pour les PME? Qu'a-t-elle promis? Les promesses ont-elles été tenues? Que proposent également pour l'instant les deux candidats qui sont donc en course pour la présidence de la CGM, même si pour l'instant leur programme complet n'a pas été dévoilé. On attend celui de Hakim Marakchi notamment demain. D'abord, partons du début. Amine Diouri, qu'a promis Myriam Ben Salah Chakroun pour les petites et moyennes entreprises au tout début de son premier mandat? Alors, il y avait plusieurs engagements. Alors, je rappellerai les engagements, notamment les plus importants, c'était celles des délais de paiement. Il y avait également le financement des PME, notamment le fait que se rapprocher des banques parce qu'elles n'accordaient pas assez de crédit aux entreprises. Voilà, c'était les principales demandes, disons, de son programme. Alors, évidemment, il y a eu des choses qui ont été positives, d'autres qui n'ont pas pu être réalisées, mais là-dessus, il faut quand même pas tout lui mettre sur le dos, parce que après, c'est aussi une question d'engagement politique. Bien sûr. Elle a fait son job en proposant. Il y a eu des grandes victoires. Je rappellerai quand même l'IS progressif qui a été mis en place cette année. Je rappellerai aussi une chose importante. Je reviendrai sur une de ses dernières interviews, notamment dans l'Économiste en décembre dernier, et elle mettait en avant le fait que, par
par rapport à la question des délais de paiement, l'État devait s'engager, que ce n'était pas normal que ça prenne autant de temps que pour que les entreprises puissent récupérer leur argent. Elle avait poussé un coup de gueule dans l'économie. Elle avait poussé un gros coup de gueule. D'ailleurs, l'État a réagi. Et voilà, et justement, c'est ça. C'est ce qui, à mon avis, est à mettre à son crédit, c'est que quelques semaines après, le ministre des Finances nous annonçait justement, via un mécanisme par les banques, que une grande partie de la TVA allait être retournée aux entreprises, mais c'était quand même suite au coup de gueule passé à ce moment-là. Donc il y a eu quand même quelques belles avancées grâce à son engagement. Hicham Hamadi, voilà, on a fait les points positifs, les points négatifs. Il y a eu un contexte morose aussi. Je ne suis pas spécialiste des points négatifs, que je sache. Allez-y, points positifs, et on va faire les points négatifs tout de même si effectivement la CGM ne peut pas être entièrement mise sur le dos de la responsabilité cette question. Exact. Alors, une vraie présence à l'international, donc ça il faut le mettre sur son crédit avec plusieurs distinctions. Maintenant, ma vision d'une CGM, il faut qu'elle soit forte d'abord, et forte en interne, forte avec l'adhésion de ses membres. Et on a aujourd'hui il y a un débat sur la représentativité, un débat sur l'adhésion des PME. Il y a quelque chose qui me tient à cœur et que je pense que j'ai souvent dit ici au Décodeur, c'est le Small Business Act. C'est quelque chose qui permettra à des petites entreprises de taille moyenne et petite d'accéder à des marchés qui soient publics ou privés et d'être favorisés. Il n'y a que comme ça qu'on va faire en sorte à ce que on puisse construire et faire la promotion de nos champions locaux. Donc ça, c'est quelque chose qui, à mon sens, n'a pas été bien défendu. Je pense que la CGM a été toujours au rendez-vous sur la loi fiscale, sur la négociation avec l'État, sur la présence au niveau représentation. Mais il y a un travail à faire en interne. Qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui ? Il faut fédérer les membres. Ça, c'est pour moi le plus important. Avant de rayonner à l'extérieur, il faut rayonner à l'intérieur. Fédérer les membres. Aujourd'hui, une question que je me pose, pourquoi je vais adhérer à la CGM ? Une question simple. Par exemple, adhérer à la Chambre de commerce française, on le sait, ça va me faciliter le visa. Adhérer à la CGM, je n'ai pas de réponse. Et pour moi, c'est une question fondamentale qui fait que pourquoi les entreprises marocaines doivent aller dans cette association. Enfin, en toute sincérité, il y a beaucoup de thématiques qui n'intéressent pas les PME et les TPE. Donc il faut davantage travailler sur se rapprocher davantage des PME. Se rapprocher et avoir une vraie vision pour la PME marocaine. Et puis après, travailler sur des choses pratiques. Est-ce que vous parlez d'IS tout à l'heure, vous parlez également effectivement de ces délais de paiement, ça c'est à mettre sur le crédit. TVA, mais ça ne concerne pas que les PME, ça concerne les grands aussi. Également. Mais ça c'est à mettre. Les principales victimes, ce sont les PME. Ce sont les PME. Ça c'est à mettre au crédit parce qu'effectivement l'IS progressif, c'est un premier pas. Maintenant, il y a du chemin à faire. On parlait d'innovation, il faut favoriser cela. Comment la CGM peut fédérer, faire en sorte à ce que on puisse favoriser l'innovation au sein de la CGM et faire des expérimentations avec des entreprises pilotes. Amine Diori, point négatif ? Alors, est-ce qu'il y en a franchement ? Est-ce que c'est le contexte plutôt qui est négatif ? Et dans ce cas, c'est plutôt à porter sur la responsabilité de l'État. Voilà, je pense plutôt que les points négatifs, c'est des projets qui n'ont pas été jusqu'au bout, qui n'ont pas suffisamment été aboutis, notamment la question du financement. On sait qu'il y a eu énormément de réunions entre la CGM, le GPBM et Banque du Maroc à propos justement de cette question du financement. On parle depuis des années de trouver des leviers pour permettre justement aux entreprises d'accéder plus facilement. La CGM s'est fortement impliquée dans cette problématique. On est toujours, on n'a pas tellement progressé par rapport à cela, par rapport au... Donc l'objectif c'était de diminuer les garanties. Voilà, exactement. C'était moins de garanties, plus de crédit. Malheureusement aujourd'hui, et puis aussi plus de transparence, de visibilité, notamment en permettant aux entreprises de pouvoir consulter leurs notes en cas de refus de dossier, d'avoir des explications par rapport au refus qui était notifié aux entreprises. On n'a pas tellement progressé à ce niveau-là. Malheureusement, voilà, c'est un point négatif, ça c'est évident. On a un coup de gueule, on pourrait dire, sur la page Facebook Les Décodeurs Atlantiques en lien avec ce sujet. Pourquoi Myriam Ben Salah Chakroun n'a pas poussé ce coup de gueule sur les crédits TVA de l'État dès le début de son mandat ? C'est ce que nous dit Mehdi. Bon,
l'a dit en fin de mandat. Elle en avait parlé également tout au long de son mandat. Est-ce qu'il fallait taper du poing sur la table dès le début du mandat de Myriam Ben Salah Chakroun? Est-ce que c'est un message qu'on peut lancer peut-être au prochain président des patrons, Hicham Hamadi? Je pense taper sur la table, c'est le dernier recours. Maintenant, effectivement, on se pose la question pourquoi on ne le fait pas très tôt. Il faut avoir une vraie vision de fédérer les membres, il faut avoir une vraie vision de service aux membres et puis après se dire d'avoir la plus large représentativité possible. Comme dirait, enfin, j'ai entendu dans d'autres radios que la CGM, c'est encore un club de protection d'une sorte de rente. Donc, il faut que ça sorte de ce clivage. Il faut que ça soit une représentation des entrepreneurs, de ceux qui construisent le Maroc, parce que il faut qu'on arrête avec cette vision de l'entrepreneur qui est le patron d'entreprise qui exploite des salariés. Non, c'est quelqu'un qui crée de la richesse et c'est le seul. La création de l'emploi passe par l'entreprise et c'est le vrai partenaire de l'État. Donc c'est à partir de cette vision que la CGM devrait se positionner pour que ça soit à l'image des entrepreneurs marocains, à l'image des entreprises et à l'image de l'avenir qu'on veut laisser à nos enfants. Donc avec un positionnement sur les technologies de l'avenir, avec des valeurs et une éthique. Il n'empêche que le prochain patron des patrons va s'asseoir dans un fauteuil où il y a eu des initiatives, où il y a un contexte avec cette réforme de l'IS ainsi que ces crédits TVA qui sont remboursés, qui est plutôt favorable pour les entreprises. On peut imaginer de nouvelles propositions, de nouvelles idées qui émergent alors que l'on pense déjà à un nouveau modèle de développement, Amine Diouri, de la part du prochain patron. Alors, je pense qu'effectivement, c'est quand même le propre de la CGM, ça fait partie de ses points positifs, c'est qu'ils reviennent sur des propositions qu'ils ont faites, qui n'ont pas été adoptées, etc., et les remettre sur le couvert. Alors, un des regrets de Myriam Ben Salah par rapport, toujours dans cette interview, c'était le fait que la charte de l'investissement et toutes les incitations fiscales qui avaient été promises n'avaient pas été promulguées à travers la loi de finances 2018. Il faudra attendre donc la fin de l'année 2018. Exactement, au minimum. Ça, c'était un de ses regrets, donc je suppose que ça va également revenir sur le tapis. Autre possibilité, donc on parle ce matin par exemple de contrat social proposé par la CGM. Effectivement, ça peut être aussi un des plans d'action du futur président de la Confédération. Les incitations fiscales, on a parlé de recherche et développement. Ça aussi, c'est des points qui pourront revenir certainement sur le terrain par la suite. Donc voilà, il y a quand même énormément de travail. Et je voulais aussi revenir sur ce que disait Hicham par rapport à la structure. C'est vrai que l'image qu'on en donne, c'est un club de grands patrons. Il faut quand même rappeler, bon, je vais pas me faire l'apologie de la CGM, mais je rappellerai quand même pour être un peu juste, c'est qu'il y a quand même 3 commissions qui sont liées directement à la PME, notamment une commission qui est PME grande entreprise, justement, qui a pour vocation de créer des écosystèmes entre la grande entreprise et la PME. Qui était une promesse de Myriam Ben Salah Chakroun. Exactement. Donc voilà, il y a des choses quand même ils essayent de se rapprocher quand même de la petite et moyenne entreprise. Donc c'est quand même un point positif. Que proposent les deux candidats à l'heure actuelle, Saladin Mezouar et Hakim Marakchi? Est-ce qu'on a des idées pour l'instant sur leurs propositions à destination des petites et moyennes entreprises pour l'instant? La campagne vient juste d'ouvrir, c'était hier. On avait Hakim Marakchi qui a abordé de manière générale pour l'instant les premières mesures qu'il pourrait prendre à destination de la Confédération, notamment une restructuration. Demain, on aura son programme complet qui sera dévoilé. Donc, est-ce qu'on connaît pour l'instant des mesures, Hicham Hamadi? Non, je n'en ai aucune idée. Maintenant, moi, je me pose une question. Quand un entrepreneur se présente et veut, on va dire, représenter les entrepreneurs marocains, qui est-ce qui l'empêche on parle de charte d'investissement, qui est-ce qui empêche? Le privé a toujours pris des initiatives et a toujours dépassé le cadre légal. Vous savez, quand une autoroute est construite et que tout le monde va dans le sens, on change le sens. C'est aussi simple que ça. Et donc, ce que je me pose comme question, pourquoi ils ne font pas ces initiatives au niveau du privé sans attendre le public? Pourquoi on doit attendre à ce que le public soit partie prenante? S'il ne veut pas suivre, il faut qu'elle soit faite entre les entreprises, point à la ligne. Et cette règle soit appliquée entre l'ensemble. Donc, je pense que l'entrepreneur, je pense qu'au niveau de la CGM, il faut qu'on ait une vision de cette institution, une vision qui est portée sur la PME et la TPE, une vision de fédération et une vision d'entrepreneuriat. Amine Diouri, beaux vœux pour le prochain patron des patrons, en particulier sur ce volet PME, s'il y avait 2 ou 3 mesures, 2 ou 3 souhaits?
Eh ben, mes vœux, en fait, se tourneront également par rapport à ce qui sera bientôt l'ancienne présidente, c'est-à-dire quelqu'un qui aura le même engagement par rapport à l'entreprise et qui aura des idées qui porteront justement auprès de la PME. La priorité des priorités, ça serait quoi? Réduction des délais de paiement? Toujours. Oui. Numéro 1. Numéro 1. Numéro 2? Numéro 2, la question toujours aussi du financement bancaire. Ça, c'est une question, tant qu'on n'aura pas réglé ces 2 points, la TPME, ses principales faiblesses, c'est ça aujourd'hui. C'est le financement et c'est les délais de paiement. Les 2 grands chantiers incontournables qui seront donc sur la table du futur patron des patrons. Merci beaucoup, messieurs. Amine Duri, responsable PME chez Inforisque Dun & Bradstreet. Hicham Hamadi, analyste politique et économique, directeur général de Hitch Maroc. À très bientôt. Vous restez avec nous dans quelques instants. Les experts atlantiques, votre émission citoyenne avec Faisal Taldaoui. 10h, le point info en langue arabe avec Radija Jaber. Je vous retrouve demain pour un prochain numéro des Décodeurs Atlantiques. Excellente matinée à toutes et à tous.